nouvelle journée de réflexion a été organisée le 25 juin autour du thème Médias, liberté de presse, lanceur d'alerte et la sécurité des journalistes sous la supervision du ministre de la Communication. Cet événement a réuni divers acteurs de la presse, notamment la coordination des associations de presse, la Convention des jeunes reporters du Sénégal et l'Association des femmes des médias du Sénégal. L'initiative a bénéficié du soutien du Haut Commissariat aux droits humains ainsi que du Centre d'information des Nations Unies. À cet effet, le ministre de la Communication, Aliou Sall, a souligné l'importance cruciale de cette rencontre. Les médias se sont mobilisés et ont grandement contribué à la transparence des élections du 24 mars dernier. Ils ont permis de consolider les droits et les libertés telles que la liberté d'expression, socle vital de la démocratie. Et c'est une exception sénégalaise qu'il faut saluer. Malgré les menaces et parfois même des entraves, vous les journalistes, vous avez effectué votre travail. Il nous faut bien entendu travailler davantage à offrir une meilleure garantie de la protection à notre démocratie et à nos acteurs des médias. Son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, lors de sa première adresse à la nation, comme ça a été relevé, rappelait l'initiative de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et ce sera assurément une meilleure protection des sources. Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai dernier, le Président de la République, dans une correspondance aux organisations des médias, a réaffirmé, je cite, « Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie, et nous œuvrons à renforcer les mécanismes de soutien de la liberté de la presse, à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et leur quête de la vérité, tout en promouvant une régulation équitable des nouveaux médias. » La tenue de cette première journée arrive donc à point nommé, car elle fait suite aux assises des acteurs des médias portant sur l'avenir et l'encadrement de la profession. Parler d'encadrement revient à évoquer un cadre juridique et réglementaire. Permettez-moi à cet effet de rappeler que le Sénégal est intimement attaché à sa tradition de respect de la liberté d'expression et du débat contradictoire dans le respect des normes en vigueur. En effet, le Haut Conseil de l'audiovisuel en 1998, remplaçant le défunt Haut Conseil de la radio et de la télévision, a pu conforter le débat politique contradictoire dans les médias publics, mais aussi confirmer l'ouverture du paysage médiatique engagé déjà en 1994 avec la création des radios privées. Après l'alternance démocratique de 2000, cette tendance de libération médiatique s'est poursuivie. 2006 a vu la naissance du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, pour une meilleure régulation dans un contexte de floraison médiatique. Aujourd'hui, 18 années après, l'avènement du CNRA est dans un contexte où les normes internationales visant à la dépénalisation des délits de presse et auxquelles le Sénégal s'est toujours conformé s'imposent de plus en plus. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, dans une démarche inclusive, participative et consensuelle afin de lever certaines équivoques. Je veux dire ici que dépénalisation ne veut pas dire absence de sanctions en cas de faute, et je ne voudrais pas dire que les professionnels des médias ne devront pas répondre à leurs actes face à la justice. Toutefois, il reviendra aux acteurs engagés dans le processus de réforme de définir avec les pouvoirs publics et le CORED, à travers son tribunal des pairs,
dont je salue le travail remarquable, la nature des sanctions à mettre en vigueur et qui peuvent être d'ordre pécuniaire, administratif ou judiciaire. D'ici là, je rappelle que la norme en vigueur demeure le Code de la presse de 2017 et je demande à l'ensemble des acteurs de la presse solennellement de s'y conformer. Cette rencontre a été l'occasion pour les acteurs des médias de débattre de la situation des journalistes, notamment en ce qui concerne la loi d'accès à l'information. Migui Maram Ndiaye, président des jeunes reporters du Sénégal, a pris la parole à cet égard. Voilà plusieurs mois que la Convention mène le plaidoyer pour que le Sénégal, à l'instar des autres pays, puisse se doter d'une loi sur l'accès à l'information. Malgré la vaste campagne que nous avons déroulée avec nos différents partenaires, et vous me permettrez de remercier ces partenaires dont le Forum civil, article 19, mais également la Fondation Frédéric Ebert, avec qui nous avons fait une tournée nationale de sensibilisation avec bien sûr la participation du président de la commission de la carte nationale de presse, M. Daouda Mine, mais également d'autres experts pour parler de cette loi sur l'accès à l'information, de son contenu. Malgré donc cette vaste campagne, notre pays, souvent donné en exemple en matière de démocratie, est à la traîne au moment où la plupart des pays voisins se sont dotés d'une telle loi. Monsieur le ministre, nous pensons que le Sénégal mérite bien mieux. Le peuple sénégalais, qui a été à l'avant-garde de toutes les avancées démocratiques, a le droit de savoir, d'avoir accès à toutes les informations, sous réserve des exceptions raisonnables, liées notamment aux impératifs de sécurité et des données personnelles des individus. Dans son programme, le président de la République avait promis de mettre en place une loi d'accès à l'information publique qui confère aux citoyens le droit de demander toute information publique aux représentants de l'État sous certaines conditions pour accroître la transparence et l'ouverture du gouvernement en vue de permettre aux citoyens de participer pleinement au processus démocratique. Maillon fondamental dans la politique de promouvoir la transparence dans la gouvernance des affaires publiques. Nous sommes d'autant plus optimistes que le président de la République s'est montré bien plus ambitieux en donnant des instructions fermes pour l'élaboration d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte dès peut-être la première même réunion du Conseil des ministres. Ce dispositif va certes profiter à tous les citoyens, mais encore plus aux professionnels des médias que nous sommes. Ce serait aussi un pas essentiel dans la lutte contre la désinformation, un chantier sur lequel la Convention s'est engagée depuis plusieurs années. Nous osons espérer, compte tenu de la fermeté dont a fait montre le président de la République, que cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous rappelons tout simplement qu'en ce qui concerne l'accès à l'information, le processus a été entamé depuis plusieurs années, disons même des décennies. Il faudra cependant organiser encore des rencontres pour essayer de se réunir, discuter et faire l'état des lieux avant d'avancer en impliquant évidemment les acteurs concernés pour effectuer la lecture de la dernière mouture du texte. Parce que nous avons fait le tour du Sénégal avec Daouda Mine, nous l'avons dit, mais nous avons travaillé sur l'ancienne mouture. Nous, les acteurs des médias, nous avons besoin de voir la dernière mouture avant son adoption ou bien avant sa présentation à l'Assemblée nationale pour voir si les intérêts des acteurs des médias sont bien pris en compte ou pas. Nous comptons sur vous et nous vous prions également, Monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du président de la République et du gouvernement pour que la loi sur les lanceurs d'alerte soit également disponible avec les acteurs pertinents également de la société civile. Le président du CORED, Mamadou Thior, a fait un retour sur les assises des médias qui se sont tenues au Sénégal. Rassurez-vous, Monsieur le ministre, vous arrivez au moment où les professionnels des médias, avec l'apport d'autres acteurs, ont terminé les assises nationales des médias, dont le processus a démarré en octobre 2022 et le lancement proprement dit a eu lieu en août dernier. En effet, 6 commissions étaient à pied d'œuvre pour faire un diagnostic sans complaisance du secteur des médias.
La commission 1 s'est penchée sur tout ce qui touche à l'institutionnel, au juridique, réglementaire, à la régulation et à l'autorégulation. La commission 2 s'est intéressée à la sécurité et à la protection sociale du travailleur et au respect des conventions en la matière. Les contenus, supports, enjeux et outils, numériques et convergence ont été abordés dans la commission 3. Les moyens économiques, financement des médias et modèles économiques ont été l'affaire de la commission 4. La commission 5 a passé à la loupe la formation et le renforcement des capacités, pendant que la commission 6 étudiait la sécurité physique et la protection des professionnels des médias quand ils font leur travail. Durant cette rencontre, Sadibou de Reporters sans frontières a expliqué les raisons pour lesquelles le Sénégal a été rétrogradé à la 94e place du classement mondial de la liberté de la presse. Le Sénégal était franchement un pays proche d'être exemplaire juste en 2020. Après, il a fallu avoir tous ces successions d'événements malheureux et qui, pour l'essentiel également, ont rétrogradé le classement du pays de la 49e à la 94e. Il y a aussi les indicateurs politiques, c'est-à-dire que comment des autorités politiques influent sur la liberté de la presse en prenant des décisions liberticides. Ça également, ce qu'on appelle dans les indicateurs politiques. Mais les prises de décisions politiques aussi, souvent, partent ont pour, disons, exécutants pour des forces de défense et de sécurité ou bien des acteurs politiques de tous bords. Par exemple, ça peut être des acteurs politiques du parti au pouvoir ou bien des acteurs politiques de l'opposition. Mais surtout, en l'espèce, ce qu'on a vu émerger au Sénégal, c'était plus les forces de défense et de sécurité. C'est elles. Donc, il y a eu. On est dans une région où, pour nous, le Sénégal n'était pas prioritaire, mais malheureusement, cela a shifté. Et quand je vous parle des années sombres, c'est pratiquement le 2020, 2021 jusqu'à 2024, la fameuse journée du 9. Et après, on a vu que même pendant l'élection présidentielle, les choses se sont passées avec beaucoup de calme, sans trop de difficultés. Les questions de sécurité, je l'ai dit, je pense que tous les reporters devant moi peuvent le confirmer. Je pense que ce sont des années où, quand même, il y a eu beaucoup d'aspects sécuritaires qui étaient mis à l'épreuve pour la corporation dans le pays. Il y a aussi ce qu'on a perçu, et je le rappelle aussi, nous avons fait des observations dans le rapport que nous avons publié au plus près du terrain ces 3 dernières années, avec un focus sur les plaidoyers, en rencontrant des autorités sur le plan international, mais également en faisant ce qu'on appelle le plaidoyer politique, c'est-à-dire passer par des États influents pour essayer de parler au Sénégal, des choses comme ça. Mais on se rend compte finalement aussi c'était aussi la polarisation politique qui a un impact direct sur le système médiatique. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans le travail que nous avons fait. Nous avons également remarqué observé et vécu directement avec vous et les médias impactés pour tout ce qu'on appelle le bonus de suspension, Walf, l'accès à Internet, aux réseaux sociaux, et qui vous a, par exemple, les suspensions, Walf a été pratiquement un média pour nous particulièrement persécuté et ciblé compte tenu du journalisme qu'il fait. Et je rappelle que nous, le mandat, c'est pratiquement les journalistes qui sont dans l'exercice de leurs fonctions, et on appuie les organisations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. On travaille avec eux et des médias qui sont des médias en train d'être dans l'exercice de leurs fonctions. Ibrahim Lissa Faïd Appel a pris l'initiative d'orienter le débat vers l'aspect juridique. Dans sa présentation, il a examiné certains articles du Code pénal qui concernent aussi le journaliste. Et donc, je vais insister sur l'article 255 du journaliste nouvelle, parce que aussi c'est un article qui fait mal et qui fait toujours mal. Et d'ailleurs, les dernières incarcérations qu'on a eues avec les Bagnac et autres,
c'est l'article 255. Et les journalistes qui ont beaucoup plus souffert du régime de Macky Sall, c'est l'article 255, qui est combiné souvent à l'article 64 ou bien, disons, l'article 264, nous le verrons. Et donc, cet article-là, voilà ce qu'il dit. Incrimine la publication, distribution, divulgation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, y compris les technologies de l'information et de la communication, même sur votre page Facebook ou Twitter ou n'importe quel moyen de communication. OK? Donc, de fausses nouvelles fabriquées, falsifiées ou faussement attribuées à des tiers. Le délit est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction faite ou non de mauvaise foi a conduit à la désobéissance aux lois du pays ou à porter atteinte au moral de la population ou discréditer des institutions publiques ou leur fonctionnement. Vous voyez bien. Et donc, les mêmes sanctions sont encourues lorsqu'une telle publication, diffusion, divulgation ou reproduction est susceptible d'entraîner les mêmes conséquences. Dans tous les cas, les auteurs pourront faire l'objet d'une interdiction d'entrée ou de résider au Sénégal pour une durée maximale de 5 ans. Toute tentative de commettre ces infractions est également punie au même titre que les infractions commises. Cet article-là, elle est assez. C'est un article assez simple. Excusez-moi le terme, je mets entre guillemets, mais aussi qui ne vous laisse pas trop le choix. Et pourtant, quand même, si vous allez dans le code de la presse, fausse nouvelle est bien définie. Mais c'est quand même différent de ce qui est écrit. Donc, pour vous dire qu'en fait, là, ça s'adresse à tous les citoyens, mais c'est un article qui, très souvent, disons, est plaqué pour les journalistes. Et souvent, en fait, parfois, l'information est fausse ou pas, ça ne les intéresse pas. Bon, de toute façon, je n'ai pas trop empiété sur la présentation de Salibou. Et après ça, il y a diffusion de documents et d'images humoriques, 256. Bon, ça, rarement quand même, on a vu cet article-là à l'œuvre. Mais pour ce qui est de diffamation criminelle, c'est quoi une diffamation criminelle? Moi, je connais diffamation seulement parce que je suis journaliste. Mais c'est un délit qui est repris sur au moins 4 articles, 258, 259, 260, 261, des peines allant de 4 à 2 ans, ou amende de 200 000 à 1 500 000. Et là, en fait, là où ça fait mal, c'est parce qu'en fait, on parle d'une personne qui est investie ou qui a une partie de l'autorité de l'État. Donc, quand on parle de ça, le policier en fait partie, le magistrat n'en fait pas, le préfet, lui, ça y est, tous ceux qui sont investis de missions publiques pourront se reconnaître dans ces articles-là et pourront se dire que vous les avez diffamés. Et disons, le juge pourra requérir dans ces articles-là pour vous mettre en prison. Donc, c'est des articles très compliqués. Et si vous échappez à l'article 258, vous ne pouvez pas échapper à l'article 250 ou à l'article 259, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous êtes journaliste ou vous êtes citoyen, c'est clair que quand vous parlez, faites tout pour avoir, disons, les preuves. Mais si vous avez des preuves aussi, vous pouvez être poursuivi pour recel de documents administratifs. C'est ça le revers de la médaille pour nous journalistes. C'est-à-dire, quand vous êtes poursuivi pour des informations, il n'y a pas d'échappatoire. Abdoulaye Ndiaye, de l'article 19, a mis l'accent sur l'importance cruciale de la loi sur l'accès à l'information lors de cette rencontre. Je dois maintenir avec vous de
la loi d'accès à l'information ou de l'accès à l'information parce qu'il n'y a pas encore de loi au Sénégal. Certains diraient que je presse dans le désert, mais bon, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 15 ans que la société civile, plus de 15 ans d'ailleurs, que la société civile et tous les acteurs font le plaidoyer pour l'existence d'une loi d'accès à l'information. Alors, peut-être un bref rappel sur des lois, des conventions internationales qui permettent de parler de droit d'accès à l'information. Aujourd'hui, l'accès à l'information est devenu un droit humain fondamental. Alors, lorsqu'on parle d'accès à l'information et du droit, on fait souvent allusion à la Suède en 1776. Ça, j'ai juste des textes pour permettre de fixer la loi constitutionnelle de 1974. Mais aussi, si on revoit les conventions internationales, je vais forcément citer l'article 19, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle de... C'est notre article à nous, hein. C'est pourquoi on s'appelle article 19. Il y a aussi, c'est repris en général aussi repris par le Pacte international aux droits civils et politiques, donc qui fait que c'est la base, c'est notre base de travail. Et au sein de ces articles des conventions internationales, on peut trouver la légitimité de dire, ou la légalité de dire, on a le droit d'accès à l'information est un droit humain fondamental. Dès lors que c'est prévu par une convention ou par une constitution, on dit que c'est un droit fondamental. Je pense que c'est ça qui fait la fondamentalité du droit. En Afrique, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui prévoit aussi en son article 9 explicitement que l'accès à l'information est un droit. Je continue à en citer, il y a la Convention des Nations Unies contre la corruption, dans son article 10, la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption, en son article 9, le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption, autant de normes internationales qui permettent donc de voir l'accès à l'information comme quelque chose de fondamental. En Afrique, il y a aussi la loi modèle de l'Union africaine. On n'en parle pas, mais la commission de l'Union africaine a travaillé sur un modèle type sur lequel les États peuvent s'en inspirer pour avoir une loi au plan interne. Donc ça sert de modèle. On peut le prendre, essayer de voir tout ce qu'il y a comme contenu et le suivre à la lettre pour avoir une loi. Alors, c'est depuis 2013, il y a aussi la déclaration de principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, un ensemble de principes. Et les articles, les principes 26 à 36, je pense, donnent le contenu de ce qu'il devrait y avoir dans une loi d'accès à l'information et comment on devrait avoir une loi d'accès à l'information. Malheureusement, on ne l'a pas encore. L'accès à l'information est fondamental. Maintenant, dans son application, est-ce qu'à l'interne, on a une loi d'accès à l'information? Non. Que dit la Constitution? La Constitution dit information plurielle. Alors là, les juristes peuvent toujours discuter. Hein. Est-ce que l'information plurielle, c'est l'accès à l'information? Moi, je dirais oui. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait dire non. Mais à partir de ce moment-là, on constate que la Constitution consacre l'accès à l'information. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas au Sénégal? Il n'y a pas de loi générale qui parle spécifiquement de loi d'accès à l'information. Mais il y a des textes où l'on peut trouver des bribes d'accès à l'information. Vous allez dans le Code général des collectivités locales de 2013, l'article 6 alinéa 2 parle du droit du citoyen d'avoir accès à l'information sur tout ce qui se fait au niveau de la mairie. Très préoccupés par la propagation de la désinformation et des discours de haine, les Nations Unies ont formulé des recommandations pour des actions urgentes visant à limiter les dommages causés par la diffusion de messages déstabilisants pour les sociétés. Il y a beaucoup de recommandations pour les États. Donc je ne vais pas couvrir toutes les recommandations, mais première chose, respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme. Veiller à ce que les réglementations soient conformes au droit international. On en a déjà parlé. Oui, merci. Donc voilà, c'est vraiment important de parler de ça, grâce à ça. Et sauvegarder la crédibilité. S'abstenir de diffuser de la désinformation ou de mener des opérations d'information. Et protéger les populations. Il faut protéger les groupes vulnérables, marginalisés, ciblés dans les espaces d'information. Il
fournir un accès à l'information, assurer un accès rapide aux informations publiques et adopter des pratiques de communication éthique. Tout ça, c'est la recommandation pour les États. Et bien sûr, garantir la liberté des médias protégés, promouvoir un environnement médiatique libre, indépendant, pluraliste et assurer la transparence. Le ministre Aliou Sall a déclaré que le nouveau gouvernement, en collaboration avec des partenaires des médias et des organisations telles que les Nations Unies et la société civile, œuvrera à accroître la transparence dans la gouvernance des médias. Il a souligné l'intention de publier une liste officielle des médias reconnus par l'État et de divulguer les véritables propriétaires de ces médias. L'objectif est de garantir que les médias ne soient plus considérés uniquement comme des instruments d'influence ou de lobbying. Cette démarche vise à renforcer la transparence et à clarifier la propriété des médias, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance du secteur médiatique au Sénégal.